Bonsoir à tous, il est 20 h, bienvenue dans le Grand News. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Condamné à la perpétuité pour le meurtre de sa voisine en Dordogne en 2009, Yves Bureau pourrait-il retrouver la liberté? La question fait débat ce soir. Nous reviendrons sur ce dossier sensible qui bouleverse la commune de Verine-de-Dôme. C'est une réforme qui fait débat aussi. Le mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, les trois grandes villes changent. Malgré les oppositions au Sénat, le texte, lui, soutenu par les députés macronistes, a été définitivement adopté. Que contient cette réforme? Qu'est-ce qui va changer concrètement pour les scrutins? Nous essaierons de décrypter au mieux dans un instant. Le cessez-le-feu à Gaza reste incertain, malgré les récentes rencontres entre Donald Trump, le président américain, et Benjamin Netanyahou. Alors que la trêve pourrait être conclue après plus de 2 mois d'affrontements, aucun accord n'a encore été trouvé entre Israël et le Hamas. On vous explique pourquoi dans ce journal. Et puis en deuxième partie du Grand News, un accord inédit sur l'immigration a été signé entre Paris et Londres. Objectif: renforcer la coopération pour lutter contre les traversées illégales de la Manche, surveillance renforcée, contrôle commun et bien d'autres. Que contient réellement ce texte? Les détails dans ce journal. Marseille s'est retrouvé sous les flammes. Un incendie spectaculaire et ravageur a détruit près de 750 hectares dans la région, causant plus de 110 blessés et des pillages. Découvrez ce qu'il faut savoir sur ce drame dans ce journal. Et puis dans l'enquête du Grand News ce soir, nous partirons au Texas. Des inondations meurtrières ont fait au moins 70 morts. Plusieurs enfants restent encore introuvables. Les habitants, eux, dénoncent un manque d'alerte de les autorités. Nous avons reconstitué heure par heure précédant la tragédie. Enquête, témoignages et révélations. C'est à la fin de ce Grand News. Mais avant de développer tous ces titres, nous ouvrons ce journal par une bien triste nouvelle ce soir dans le monde de l'humour. Benjamin, l'humoriste révélé par Jameli Comedy Club, est décédé hier à l'âge de 43 ans à Paris après une chute mortelle du 8e étage de son immeuble parisien. À l'origine, un geste pour récupérer son téléphone portable selon ses proches. Nous revenons sur ce drame poignant et le parcours d'un artiste singulier. Benjamin, de son vrai nom, avait marqué la scène humoristique française. Révélé en 2014 grâce au Jamel Comedy Club, il est devenu un visage incontournable du stand-up, avec un style provocateur et engagé. Né en 1981 à Lormont, d'un père cambodgien et d'une mère chinoise, il arrive à Paris dans la vingtaine. Il connaît la précarité vivant même dans la rue avant de percer. Sa carrière s'envole: spectacles, festivals, Montreux, Marrakech, cinéma, de l'huile sur le feu, Comme un chef, Astérix et Obélix, L'Empire du milieu de 2023, et télévision. Il préparait une tournée internationale, notamment à Montréal où il devait se produire le lendemain de l'accident. Kill Bon, son dernier spectacle, abordait la santé mentale avec humour noir et sincérité. Le drame s'est produit jeudi matin dans le 17e arrondissement. Benjamin chute du 8e étage alors qu'il essaie de récupérer son téléphone tombé dans la gouttière de son balcon, selon son producteur. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Les réactions ont afflué. Son manager parle des « immenses artistes » et d'une « infinie tristesse ». Émotion et hommage sincère de la part de figures comme Guillaume Canet, Kyron, Éric Judor. Un hommage unanime pour un humoriste qui, marqué par son talent unique et son audace. Benjamin laisse derrière lui une carrière riche et un public touché par son regard décapant sur la société. Son départ brutal rappelle la fragilité humaine, même pour ceux qui font rire. Ce soir, le monde de l'humour français est en deuil. Benjamin, chinois marrant, ne sera plus sur scène, mais son rire engagé résonnera encore longtemps. Et puis toutes nos pensées vont bien sûr vers les proches de la famille de l'humoriste. C'est une affaire qui avait profondément marqué la Dordogne en 2009. Yves Bureau est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre d'une voisine dans la petite commune de Verine-de-Dôme. Aujourd'hui, après plus de 15 ans de détention, son éventuelle libération conditionnelle est à l'étude, un scénario qui inquiète les habitants du village. Alors Yves Bureau pourrait-il sortir de prison? Élément de réponse avec notre reportage ce soir. Un petit village de Dordogne, paisible et discret. Mais derrière les façades de pierre, le souvenir d'un crime reste vivace. Ici, tout le monde se souvient du drame qui a coûté la vie à une voisine de 88 ans, en 2009.
Yves Bureau, un habitant du village, est arrêté puis condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La justice le reconnaît coupable du meurtre, à coups de bâton, de sa voisine Marie-Louise Rougier, retrouvée sans vie chez elle. Aucun mobile, peu d'éléments matériels, mais un faisceau de présomption jugé suffisant. Aujourd'hui, Yves Bureau, 73 ans, a purgé plus de 15 années de sa peine. Et il pourrait bientôt bénéficier d'une libération conditionnelle. La procédure est enclenchée, mais la décision n'est pas encore rendue. On n'a jamais eu toutes les réponses. Et là, on nous parle de sa libération, comme si de rien n'était, nous raconte une habitante. Selon le parquet général, Yves Bureau est toujours dans un état de déni total. Il n'a jamais reconnu les faits, ce qui complique tout processus de réinsertion. Déjà en 2013, lors du procès en appel, il affirmait n'avoir rien à se reprocher. Une posture qui pèse lourd dans l'analyse de dangerosité, préalable à toute libération. La population locale est divisée. Certains parlent du droit à une seconde chance. D'autres redoutent de revoir celui qu'ils considèrent toujours comme un meurtrier. Le tribunal d'application des peines devra trancher. Une décision attendue dans les mois à venir, sous haute tension, dans un village qui n'a pas oublié. C'est une réforme passée sous les radars du grand public, mais qui va modifier en profondeur les prochaines élections municipales dans 3 grandes villes, Paris, Lyon et Marseille. L'Assemblée nationale a définitivement adopté jeudi ce nouveau mode de scrutin, malgré plusieurs rejets du Sénat. Le texte, porté par des députés de la majorité, rassemblait un soutien inattendu de la droite, du RN, mais aussi de la France insoumise. Alors que change concrètement cette réforme? Voici notre reportage pour mieux comprendre. Paris, Lyon, Marseille, 3 métropoles aux particularités bien connues. Jusqu'à présent, les élections municipales y suivaient un mode de scrutin spécifique, avec un vote par secteur ou arrondissement. Mais cela va changer. Jeudi, l'Assemblée nationale a définitivement adopté une réforme du mode de scrutin municipal dans ces 3 villes. Le texte, porté par les députés Sylvain Maillard et David Amiel, membres de la majorité présidentielle, avait déjà été rejeté à 2 reprises au Sénat. Mais cette fois, une coalition inattendue a permis de faire passer la réforme. Ensemble, la majorité présidentielle, mais aussi des élus les Républicains, Rassemblement national et France insoumise ont voté en faveur du texte. Une alliance rare sur un dossier aussi stratégique. Concrètement, la réforme vise à unifier le mode de scrutin pour mieux refléter les équilibres politiques dans les conseils municipaux. Les listes majoritaires gagneront automatiquement plus de sièges, mais les secteurs seront redessinés, et la représentativité pourra s'en trouver modifiée. On assiste à une recentralisation du pouvoir municipal, notamment à Paris. Les oppositions locales dénoncent une manœuvre pour affaiblir les contre-pouvoirs dans les arrondissements. Le Sénat, dominé par la droite, a tenté à 2 reprises de bloquer la réforme, sans succès. Le Conseil constitutionnel a désormais été saisi par des sénateurs pour examiner la validité du texte. Les opposants invoquent une possible rupture d'égalité entre les électeurs et des atteintes à l'autonomie locale. Le Conseil rendra sa décision dans les prochaines semaines. À moins d'une censure du Conseil constitutionnel, le nouveau mode de scrutin s'appliquera dès les prochaines municipales. Un changement majeur pour des villes où chaque élection est un enjeu national. C'était une séquence très attendue à Washington. Le président américain Donald Trump a reçu à 2 reprises le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour évoquer un cessez-le-feu à Gaza. Mais malgré les rencontres de haut niveau, aucune trêve n'a pourtant été officiellement conclue. Depuis 60 jours, les violences se poursuivent. Que bloquent les négociations? Reportage. Depuis plus de 2 mois, les violences secouent la bande de Gaza. Les appels à la trêve se multiplient, mais sur le terrain, les affrontements continuent. Le 7 juillet, à Washington, le président Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont rencontrés à 2 reprises pour tenter de faire avancer le dossier. Objectif, faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte un cessez-le-feu durable. Mais malgré ces discussions, aucun accord n'a été signé. L'administration américaine espérait annoncer une trêve rapide, mais les divisions restent profondes entre Israël et le Hamas. Du côté israélien, on exige la fin totale des tirs et des infiltrations à la frontière. Du côté palestinien, le Hamas réclame l'ouverture complète des points de passage et la levée du blocus qui asphyxie l'enclave. L'un comme l'autre camp impose ses conditions.
le Hamas veut des garanties internationales. Israël, lui, refuse tout compromis sans désarmement préalable. La communauté internationale tente de jouer les médiateurs, mais sans succès. Les précédents cessez-le-feu, souvent très fragiles, n'ont jamais tenu plus de quelques semaines. Donald Trump voulait capitaliser sur une annonce forte à l'approche de l'élection présidentielle. Mais à ce jour, il n'a obtenu qu'une promesse de nouvelles discussions dans les prochains jours. Pendant ce temps, les civils continuent de payer le prix fort. À Gaza comme en Israël, l'espoir d'un cessez-le-feu durable reste suspendu aux négociations diplomatiques. Mais la paix, elle, semble encore lointaine. C'est une entente qualifiée d'historique par les deux capitales. La France et le Royaume-Uni viennent de signer un accord sans précédent pour intensifier la lutte contre l'immigration clandestine, un enjeu majeur dans le contexte des traversées de migrants toujours plus nombreuses dans la Manche. Alors que prévoit cet accord et pourquoi est-il qualifié d'exceptionnel? Décryptage avec nos journalistes sur le terrain. Chaque année, des milliers de migrants tentent de rejoindre l'Angleterre depuis les côtes françaises. Un phénomène qui n'a cessé de croître, au point d'en devenir une priorité diplomatique entre Paris et Londres. Ce jeudi, un accord qualifié de sans précédent a été signé par les deux pays. Un engagement commun pour renforcer les contrôles aux frontières et lutter plus efficacement contre les traversées illégales de la Manche. En 2023, plus de 45 000 migrants ont tenté la traversée. Un chiffre record. Désormais, des moyens supplémentaires seront déployés, 500 policiers et gendarmes côté français, drones, radars et partage accru de renseignements. L'idée, c'est de stopper les départs avant qu'ils ne prennent la mer. Il y aura davantage de patrouilles et une coordination plus fine entre les deux pays. L'accord prévoit aussi une amélioration du traitement des demandes d'asile et une meilleure prise en charge des personnes vulnérables. Londres financera en partie les infrastructures françaises, à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais sur le terrain, les associations s'inquiètent. Pour elles, cet accord risque de renforcer la précarité des migrants sans répondre aux causes profondes de leur exil. Alors, cet accord marque une nouvelle étape dans la coopération franco-britannique post-Brexit. Mais la question migratoire reste, elle, un défi humanitaire et politique de long terme. C'était Marion Joly, pour le Grand News. Éruption de flammes dans la périphérie de Marseille. Un violent incendie, parti d'un véhicule en feu sur l'autoroute A55, a embrasé près de 700 hectares mardi dernier. Plus de 110 personnes ont été blessées, des habitants, des commerces étaient pillés. Le feu est désormais fixé, mais des centaines d'évacuations et un bilan humain lourd demeurent. Voyons notre reportage sur cette catastrophe. Mardi vers 10h50, un véhicule en feu s'est arrêté sur l'autoroute A55, déclenchant un feu de végétation attisé par les vents du Mistral et la canicule. En quelques heures, 750 hectares ont été ravagés entre les Pennes Mirabeau et les quartiers nord de Marseille. Plus de 800 sapeurs-pompiers, marins-pompiers et moyens terrestres et aériens, canadaires, hélicoptères, Dash, ont combattu pendant la nuit et la journée. Jusqu'à 400 tonnes d'eau ont été larguées pour circonscrire le sinistre. Le bilan est lourd, plus de 110 blessés légers, pompiers, policiers, civils, dont 43 en urgence relative, 400 personnes évacuées, dont 71 résidents d'un EHPAD. Aucun décès n'a été signalé. Le bilan matériel indique environ 71 bâtiments touchés, dont 10 détruits, et des pillages signalés dans des logements évacués, notamment dans le quartier de l'Estac. Le panache de fumée a gravement détérioré la qualité de l'air à Marseille, avec une concentration de particules fines jusqu'à 10 fois supérieure aux normes. La situation reste préoccupante, malgré l'amélioration. Les habitants restent déconfinés partiellement, mais la vigilance est de mise. Conclusion, il faut savoir que le feu est désormais fixé. Selon la préfecture, la route et l'aéroport ont rouvert, tout comme les lignes TGV. Mais le travail de sécurisation se poursuit, tandis que le retour des habitants se fait sous le choc. Ce sinistre, qualifié d'accidentel, rappelle que la vigilance reste maximale dans un contexte de canicule et de vent persistant. Et notre enquête ce soir, ce sont des pluies torrentielles qui ont tout emporté sur leur passage. En quelques heures, le Texas s'est retrouvé submergé, un drame humain qui interroge pourquoi les populations n'ont-elles pas été prévenues à temps. Notre équipe a reconstitué le fil des événements. Voici notre enquête ce soir. Au Texas, il est un peu plus de 6 heures du matin, ce jeudi-là, lorsque les premières trompes d'eau s'abattent sur le comté de Kerr. En moins de 45 minutes, ce sont plus de 300 mm de pluie qui inondent routes, habitations et emportent des vies.
Les secours s'organisent. Mais très vite, le bilan devient dramatique. Au moins 70 morts, dont plusieurs enfants. D'autres sont toujours portés disparus. Mon fils n'était même pas réveillé. On n'a rien entendu, aucune alerte. Quand l'eau est montée, il était trop tard, nous dit une habitante. Des habitants pointent un système d'alerte trop lent. Selon eux, aucune notification officielle n'a été envoyée à temps sur les téléphones ou via les sirènes d'urgence. Il y a eu un défaut de coordination. L'intensité des précipitations était hors norme, mais les autorités n'ont pas déclenché le niveau d'alerte maximal à temps. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a proclamé l'état de catastrophe naturelle. La garde nationale a été mobilisée. Donald Trump, en déplacement, a promis une aide fédérale. Mais au-delà des chiffres, ce sont des familles brisées. Des parents qui cherchent encore leurs enfants dans les décombres. Et une question qui demeure. Cette catastrophe aurait-elle pu être anticipée ? Un pompier raconte. On a tout fait. Mais l'eau était déjà là quand on est arrivé. L'Amérique est une nouvelle fois frappée par l'extrême violence du climat. Mais cette fois, ce sont les lenteurs humaines qui pourraient avoir aggravé le bilan. Conclusion, au Texas, le cauchemar s'est écrit en quelques heures, mais les questions, elles, restent entières. Comment un État aussi préparé a-t-il pu être pris de court ? Des familles en deuil, des enfants disparus et une alerte jugée trop tardive. Face à la montée des dérèglements climatiques, ce drame nous rappelle à quel point chaque minute compte. Une enquête a été ouverte. Mais pour les victimes, rien ne pourra effacer le choc. L'enquête du Grand News, Bernard Fleury. C'est l'un des visages de ce Tour de France 2025. À seulement 23 ans, le Normand Kevin Vauquelin s'impose comme le porte-drapeau de l'ambition française avec un début de course très prometteur puisqu'il se glisse dans le haut du classement général, suscitant l'espoir des supporters tricolores. Portrait d'un coureur déterminé entre tempérament offensif et rêve de maillot jaune. Reportage signé de nos correspondants en région, Bernard Fleury et Julien Moreau. Dans la ferveur populaire d'un départ d'étape, Kevin Vauquelin, lunettes vissées sur le nez et sourire aux lèvres, prend le temps. Le temps de signer des autographes, de saluer les enfants. Mais une fois sur le vélo, place à l'instinct de guerrier. Depuis le grand départ, le Normand de l'équipe Arkea AB et B-Hotel ne cesse de surprendre. Régulier, offensif, il s'invite dans le haut du classement général. De quoi faire naître de grands espoirs chez les supporters français. Il faut se battre, il faut se faire mal, et être fougueux. Sourit-il point à 23 ans, celui qui est né à Bayeux et a grandi dans le Calvados incarne cette nouvelle génération de cyclistes français, affranchis des complexes et tournés vers l'attaque. Ses performances sur les premières étapes de montagne l'ont propulsé sous les projecteurs. Un exploit salué par ses coéquipiers et les suiveurs de la Grande Boucle Point, c'est un garçon sérieux, déterminé, qui ne lâche rien. Il a l'étoffe pour faire un grand tour. Avec un top 10 au classement général provisoire, Kevin Vauquelin n'a pas l'étiquette du favori, mais celle de l'espoir français. Sur les routes de montagne, il entend bien créer la surprise. Et pourquoi pas, viser un podium à Paris. Allez Kevin, vas-y champion. Cri des supporters point dans l'ombre des géants Pogacar, Vingegaard ou Roglic, le Normand se fait un nom. Sans pression, mais avec ambition. Le tour est encore long, et lui n'a pas dit son dernier mot. Et ainsi se termine cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. D'ici quelques instants, vous pouvez retrouver donc le Grand News sur YouTube. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end, un très bel été. On se retrouve cette fois-ci samedi prochain pour de nouvelles informations. À samedi. Merci. Bonsoir.